Bienvenue. Au nom de l'IFT, l'Institut français de Tunisie, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette soirée littéraire extraordinaire qui s'annonce très très bien en compagnie d'un auteur, écrivain tunisien, Béchir Garbouj. On va faire sa connaissance tout à l'heure. Moi, je m'appelle Fares Bensouilah. Je suis animateur radio professionnel. Je suis présentateur de l'émission littéraire sur Shams FM chaque dimanche, de 10h à 11h, Maktoub. Je reçois les écrivains, les auteurs, les éditeurs, les blogueurs littéraires, on parle littérature, on parle livre. Et ce soir, j'ai le plaisir de modérer cette soirée littéraire pour discuter et débattre d'un roman qui m'a beaucoup plu, L'Émirat, de Béchir Garbouj, son troisième roman qu'on va découvrir ensemble. Bien évidemment, on n'oublie pas les gestes barrières. Nous, dans l'Institut français de Tunisie, l'audience porte les masques. Nous, on va enlever les masques, mais bien évidemment, il y a la distanciation qui est respectée. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Béchir Garbouj, qui est universitaire, écrivain, il est interprète de conférences, et aussi, il a déjà écrit 3 romans. Un premier roman, Passe l'intrus, qui a reçu en 2016 le prix Comard d'Or. Après, il a écrit Toutes les ombres et finalement, en 2020, L'Émirat, qui est son 3e roman publié. Monsieur Béchir Garbouj, j'ai le plaisir de vous recevoir. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à l'IFT. Je vous remercie, Sifers. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Bien évidemment. Nous avons perdu, il y a 2-3 jours, un éminent historien. Et je voudrais que nous marquions 1 minute de silence, si c'est possible, à la mémoire de cet homme qui était non seulement un grand historien, un grand penseur, mais aussi, je viens de le redécouvrir, un grand écrivain. Hichem Jaït. Si Hichem Jaït. Allah yarhamou. Merci beaucoup. Je crois que c'est une minute symbolique, surtout. Oui. Si Béchir Garbouj, avant de partir dans cette aventure et plonger dans ce roman extraordinaire qui probablement remue une période historique en Tunisie après la Révolution, on a vécu des moments assez intenses, surtout dans des villages comme Sajnen, Bengerden, ces tentatives d'installer des émirats islamistes. Et heureusement pour nous qu'on a une armée patriote très engagée qui défend ce pays, qui défend les frontières tunisiennes et surtout un peuple assez mature qui n'acceptera jamais ce genre d'installation idéologique non conforme à la mentalité tunisienne et à l'esprit tunisien. Mais avant de partir sur ça, je voudrais bien discuter un petit peu votre parcours universitaire, interprète de conférences. Vous êtes parti à l'international plusieurs fois et vous avez switché de l'académique à la littérature ou à l'écriture artistique. Comment ça s'est passé, ce déclic? Il n'y a pas eu de déclic en réalité. J'ai toujours rêvé d'écrire. Et autour de la trentaine, un petit peu avant, j'ai écrit 2 romans. Et puis j'ai jugé tout seul, sans avoir fait lire ces livres par des amis, sauf un peut-être qui m'a beaucoup encouragé, mais j'ai trouvé que ça ne marchait pas, que ça ne collait pas. Et je m'étais dit que ce que j'avais de mieux à faire, c'était de m'occuper de ma vie d'universitaire. Vous savez ce que c'est que l'université, c'est très particulier. Vous êtes un étudiant à vie, en quelque sorte. Un fonctionnaire à n'importe quel ministère ne passe pas des concours et des examens de façon régulière pour avoir des promotions à l'université. Si vous voulez passer d'assistant à maître assistant, etc., il faut à chaque fois produire, passer devant des jurys, attendre l'issue des délibérations. Donc, la carrière universitaire, c'est quelque chose d'assez lourd si vous faites votre travail. Hein. Certainement. Hein? En certains cas. Bon. Et donc, il a fallu que je m'occupe de ma vie d'universitaire. Je n'aime pas le mot carrière. Disons de cet itinéraire à l'université que j'ai eu jusqu'à l'âge de 60 ans. Et entre-temps,
je devais donc aller sur un long parcours. Et puis ça s'est arrêté parce qu'on m'a demandé de travailler à la Ligue arabe, où finalement j'ai appris un autre métier qui est la traduction, et puis un troisième métier qui est l'interprétation de conférences, si bien que petit à petit ma vie a commencé un petit peu à se disperser entre ces trois centres d'intérêt. Alors, à côté de cela, il faut dire que j'ai fait des études en France, j'ai enseigné en France aussi, et à un certain moment, je m'étais passionné pour le cinéma. J'ai fait des études de cinéma, j'ai écrit des choses sur Bergman notamment, et je voulais véritablement à un moment faire du cinéma. En tout cas, j'étais intéressé par le récit cinématographique, par le film de fiction. Et finalement, ce qui fait la continuité entre toutes ces tentations, c'est, je crois, la fiction. Oui. L'amour de la fiction. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque je vous lisais, je ne distinguais pas la fiction de la réalité. Ça, c'est magique, parce que ça m'arrive de lire des lecteurs, des auteurs comme Ken Follett, comme Stephen King et d'autres auteurs qui sont artistes quelque part et magiciens dans cette tournure de faire de la fiction réalité, de faire de la réalité fiction, et ça m'a intrigué. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous écrivez avec un très très bon français, mais aussi un français à la portée, qui m'a rappelé Jean d'Ormesson, que je respecte énormément. C'est un style particulier. Je n'ai pas lu vraiment d'Ormesson. Oui, mais ça... Il y a eu des moments où, bon, j'ai lu un paragraphe ou deux de d'Ormesson, mais j'avoue que je ne connais pas vraiment cet auteur. Je vous invite à lire ça et vous allez vous retrouver quelque part. Hein, vous avez presque le même style. Absolument. Oui. Mais j'ai lu des auteurs que je n'ai pas beaucoup aimés au départ, mais que j'ai retrouvés avec l'âge adulte. Par exemple, Albert Camus. Oui. Par exemple, François Mauriac. Bon, François Mauriac, tout de suite, on pense à la religion, on pense à un certain conservatisme, à une bourgeoisie vieillotte et désuète, etc. Mais en même temps, il y a les mémoires intérieures, les nouveaux mémoires intérieurs, etc. Et c'est une écriture d'une très grande fluidité où on essaie d'aller à l'essentiel. Oui. Et je crois que j'ai toujours été un petit peu fasciné par cette écriture-là. Des phrases courtes, des mots simples. Et pas la tentation de la belle phrase. Oui. Ça détruit le style, me semble-t-il. Hein. Oui, moi aussi, de toute façon, je suis adepte de la simplicité. Simple, efficace, le message passe très très bien et en plus c'est un page turner, donc à un certain moment, ça se lit d'une façon très fluide. Moi, je voudrais bien savoir un petit peu plus par rapport à vos deux premiers romans, Passe l'intrus et Toutes les ombres. Apparemment, on parle de, selon les quelques avis, on parle d'autobiographie, mais apparemment, vous n'êtes pas d'accord avec cette version. C'est pas de l'autobiographie pour les deux premiers romans. Il n'y a rien d'autobiographique dans ces deux livres. Évidemment, j'ai eu la chance de vivre. J'avais très exactement 20 ans, en 1968, les événements du mois de mai oui. qui m'ont marqué. Et je pense que cela fait partie encore de mon imaginaire, cela fera partie jusqu'au bout de mon imaginaire. Mais ces événements, je les ai vécus d'une certaine façon. Et puis, quand j'ai eu envie de les retrouver pour écrire, eh bien, je les ai complètement réinventés. Des personnages que l'on trouve dans Passe l'intrus, mon premier roman publié, qui a été publié en 2016. Le Commardeur, c'était, je crois bien, 2017. 2017, mais pour ce roman. Et évidemment, ce roman ne ressemble pas aux deux. Aucun de mes romans ne ressemble à l'autre. D'accord. Et je crois que si je me mettais à écrire le même roman, je m'ennuierais. Donc, à chaque roman, il y a non seulement un univers différent,
et peut-être même un espace de l'imaginaire qui est autre, mais également une écriture, en tout cas une approche du récit qui est autre. Vous l'avez remarqué peut-être, je ne sais pas si vous l'avez Pas encore, mais oui. Passe-Intrus est un récit passablement éclaté, avec des allers-retours entre un certain présent, celui de le moment où l'on écrit, et l'événement qui s'était déroulé 30, 40 ans plus tôt. Et Passe-Intrus, c'est aussi le livre où j'ai voulu, en quelque sorte, retrouver l'écriture. Oui. Après l'avoir abandonnée pendant des dizaines d'années, j'ai voulu retrouver l'écriture, et j'ai voulu retrouver l'écriture dans la fête. C'est-à-dire en prenant mon temps, j'ai passé peut-être 15-16 ans sur ce livre, que je reprenais. Il y a plusieurs versions, il y a des versions longues, qui fait 3 fois le volume que vous voyez là devant vous. Mm-hmm. Et puis, le récit a commencé à prendre forme. Je ne sais pas ce que vous appelez le turnover. Le turnover, c'est-à-dire, oui. Non, le fait de ne pas s'enlacer, se passer de tourner la page. Oui. Littéralement, c'est un peu cela. Tourner. Bon, je ne sais pas si Passe-Intrus c'est un page turner ou pas? Je ne sais pas. J'espère. De toute façon, on l'espère. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que la dernière version est une version que je lis, moi, véritablement comme un récit continu, même si je sais que la structure est éclatée. Oui. Et puis, c'est un roman qui a un arrière-fond politique et historique. Je crois que je suis resté là-dedans avec toutes les ombres. Ça a été la chute du mur de Berlin. Donc, d'un côté, Passe-Intrus, c'est mai 68, là c'est la chute du mur de Berlin, et ce sont des événements qui ont un rapport avec ma vie. D'accord. Mais que j'ai retrouvé et retravaillé par l'écriture, mais des événements qui ont un rapport avec la tentation qui fut la mienne et qui n'a pas été un véritable engagement, mais en tout cas la tentation du marxisme, une certaine passion pour l'idéologie communiste. La gauche. Une gauche, et peut-être même une gauche extrême, mais qui n'est pas la gauche, si vous voulez, Dans laquelle vous étiez engagé ou pas? Véritablement sur le terrain? J'ai été très présent sur le terrain en mai 68. D'accord. Et j'ai été ensuite présent sur le terrain dans les syndicats, et essentiellement le syndicat de l'enseignement supérieur, oui, constamment, mais sans que ce soit un engagement véritablement très à gauche. Oui. Il y a toujours, si vous voulez, une tendresse pour cette gauche-là, oui. Ouais, je vous invite cordialement de rapprocher un petit peu le micro pour que nos auditeurs et nos téléspectateurs sur l'IFT page Facebook. Comme je bouge les doigts sans arrêt, donc voilà, je vais rester. Voilà, donc on souhaite encore la bienvenue à tous les présents ici à l'IFT. Parlons de l'Émirat, parce que là, vous m'avez tendu une perche par rapport à la gauche, votre engagement politique, etc. Qu'est-ce qui vous a poussé à remuer un souvenir que tous les Tunisiens ont vécu en 2012. On a vécu quelques moments importants. Hein. On a eu à l'université de Manouba cette tentative du drapeau avec la fille tunisienne qui représentait cette société tunisienne quelque part et qui a eu le courage de monter pour défendre le drapeau, la patrie, etc. On a vécu ça à Ben Guerdine, on a vécu ça à Sajnen. Le roman, il parle de Sendienne, qui est un village que je n'ai même pas cherché est-ce qu'il existe ou pas sur Google. Il n'existe pas. Mais tellement c'est bien écrit, donc je cherchais quelque part Sendienne, mais je cherchais dans ma mémoire. Est-ce que je connaissais ce village ou pas? Apparemment, il n'existe pas, donc vous avez réussi le coup, c'est très bien. J'ai fait la même chose que Michon. Que Michon, qui a écrit le 11e, ce livre, dans lequel il parle d'un
Les 11. Les 11. Pardon. Voilà, les 11. Et dans ce livre, il raconte un tableau. Oui. En lui donnant, bien sûr, un lieu qui est le Louvre, à l'autre extrémité de je ne sais quel couloir du Louvre. Et puis, il décrit avec une telle précision ce tableau que les gens se sont rués sur le Louvre, pour essayer Pour chercher. de découvrir ce tableau qu'ils ne connaissaient pas. Il y a des gens qui connaissent par cœur le Louvre. Ils ne le connaissaient pas. Eh bien, écoutez, si ça a marché, Sendén, tant mieux. Alors, le mot Sendén signifie... C'est l'enclume. Hein? C'est l'enclume? Non. Non? Non, Sendén. Sendén, c'est l'enclume. Oui. Mais Sendén, c'est le chêne vert. D'accord. Littéralement, c'est ça. C'est le chêne vert. C'est un chêne que l'on trouve dans le nord tunisien. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chênes verts, mais en tout cas, on le trouve dans le nord tunisien. Alors, Sendén, c'est le chêne vert, c'est le lieu. Et exactement comme pour toutes les ombres, j'ai écrit ce livre à un moment où j'avais des envies de montagne, j'avais des envies de forêt, j'avais des envies d'arbres pour la promenade, etc. Et donc ce lieu était, il était très présent dans toutes les ombres. Il est, je crois, assez présent dans l'Émirat. Dans l'Émirat, mais ça c'est assez secondaire. Hein. L'élément déclencheur, ça a été l'attentat de Sousse. D'accord. L'attentat de Sousse. Et l'attentat de Sousse a fait que je me suis refait le film des différents attentats, des assassinats politiques que nous avons connus, etc. Et puis, ce qui m'a paru véritablement scandaleux dans l'affaire de Sejnen, c'est qu'il y avait un pouvoir en place, des gens qui ont été, on va dire, démocratiquement élus. En tout cas, ils se sont débrouillés pour être démocratiquement élus. Ils étaient à la tête de l'État, et puis l'État avait l'air de fonctionner, en tout cas de refonctionner après une période de flottement. Et les gens qui étaient au pouvoir... Comme si de rien n'était. Avaient laissé faire. Oui. Avaient laissé faire. Et j'essaie de réfléchir un petit peu à ça, et de réfléchir à ça par la fiction. Il y a des personnages qui essayent de comprendre. De toute façon, c'est le commentaire de Hassan hein, qui dit que le Hakem, ceux qui gouvernent, ont totalement oublié ces régions, donc on n'existe même pas sur la carte. Voilà. Ouais, donc c'est très fort comme commentaire dans l'échange avec le narrateur. Voilà, ça s'est greffé sur quelque chose de très ancien, Oui. le sentiment de ne pas exister dans ce pays. Pour beaucoup, ils vous disent quoi? Je serai tunisien, moi? Ah bon? Et l'État, il est où? Pourquoi personne ne s'occupe de nous? Et après, on se pose des questions, pourquoi les gens montent dans les montagnes pour faire du terrorisme? Parce que, tout simplement, ils ont tué quelque part le patriotisme et l'engagement, l'appartenance à ce pays à un certain moment, puisqu'ils ont oublié totalement. C'est un petit peu cela. Donc, il y avait ce scandale, un État dans l'État, Oui. et en même temps, si ça avait duré 2-3 semaines, bon, mais là, c'est un émirat qui a existé pendant des mois. Oui. Pendant des mois, et pendant des mois, on a contrôlé les gens à l'entrée du village, à la sortie du village. Oui. Il faisait la loi, quoi. Il faisait la loi, et dans le texte, il y a un petit peu d'ironie. Je ne sais pas si Oui. vous vous souvenez de l'épisode où quelqu'un qui s'appelle Ambrahim dit « Ah, s'il me nommait ambassadeur de l'Émirat en Arabie Saoudite, ça m'aiderait à faire le pèlerinage. » Oui. Voilà. Donc, il y a cette idée qu'un État, les autorités sont là, on laisse faire. On laisse faire. Et ça fait un petit peu le parallèle de l'évolution de la vie de ce narrateur qui rentre de France après une vie d'enseignant en France, marié à une Française qui s'est stabilisée à un certain moment, Solange, mais après elle reprend la vie, le train de vie aventurier, elle repart dans ses missions au Mozambique, etc. Et une fille qui l'a déstabilisé à un certain moment parce que ils étaient proches. Après, bon, elle est tombée amoureuse de son prof. Ils sont partis en Irlande. Après, elle est revenue. Et c'est extraordinaire cette construction. Et apparemment, Sendén,
c'est le centre de la Terre, parce que tout le monde revient à ce village-là, ils s'installent chacun de son côté, et chacun s'adapte au nouveau système de l'émirat qui est installé, que ce soit par la résistance ou par l'alignement de Ambrahim et autres personnages. Oui. Vous savez, quand vous écrivez un roman avec un narrateur, oui. mais un narrateur qui n'est pas le personnage central, alors vous avez le choix. Ou vous faites exister ce narrateur, ou vous en faites juste un regard. Au départ, c'était ce que je voulais. Je voulais un témoin aussi neutre que possible. Mais il n'était pas neutre. Attendez. Ouais. Attendez. Et alors, je me suis dit non, ça ne tient pas la route. Ouais. Il faut que ce narrateur existe et il faut que sa subjectivité vienne se mêler à toutes les autres subjectivités qui tournent autour de lui pour que ça fasse peut-être quelque chose... Ça fasse vrai, parce que s'il était neutre, il a un certain positionnement, il a une certaine mentalité, il a un regard sur les choses. Oui, oui. Et puis il aurait eu un regard, si vous voulez, partisan. Mais là, il est principalement dans l'émotion. Et ce que je voulais, c'était que le ressenti des villageois, le sentiment d'être occupé, on parle d'occupation étrangère à un moment, alors que ce sont des compatriotes, des gens venus des villages voisins, etc., qui sont venus s'installer chez eux. Voilà, comme c'est dit dans le récit. Donc, j'ai petit à petit étoffé le personnage. Est-ce le regard de Béchir Guerbouche ou l'émotion de Béchir Guerbouche? Écoutez, le personnage est blessé. On sent que c'est un homme blessé. Et c'est un homme qui est revenu comme cela de beaucoup de choses. Alors, il y a à la fois une implication, parce que cette blessure fait qu'il ressent ce que ses concitoyens ressentent, mais en même temps, il est un petit peu distant par rapport à tout cela, parce que il est en quelque sorte en marge. Sa vie, elle a été vécue d'une certaine façon. Il est un peu disponible et en même temps revenu de tout. Il y a du désenchantement. Oui. Il y a à la fois de la blessure et le désenchantement. Mais j'ai voulu qu'il y ait ce regard double, à la fois un peu distancé et en même temps plein d'empathie, parce qu'il partage beaucoup de choses. Et puis l'empathie, elle est venue aussi de la mémoire. Je tenais absolument à ce que les retrouvailles avec le village natal, qu'il avait abandonné jeune, c'est que ces retrouvailles se fassent petit à petit, qu'il redécouvre ce qu'il a été, que l'enfant en lui se remette à exister, qu'il renaisse, etc. Surtout les promenades en forêt, quand il évoque aussi avec sa fille son père et ce forestier qui vend des champignons, etc. Il y a tous ces moments-là où effectivement quelque chose de fort se met à remuer en lui, alors qu'avant il était plutôt réticent. Qu'est-ce qui fait que vous avez remué un point très important dans l'échange entre lui et Hassan à un certain moment, que toi, tu es villageois, malgré le fait que tu as vécu plusieurs années en France. C'est un truc qui m'a intrigué. Je me suis posé la question, pourquoi Béchir Guerbouche, il parle de ça? Pourquoi il insiste sur le fait que, oui, je pars, je fais des études, j'enseigne en France, je mène une autre vie, mais le fait de faire un comeback, de revenir au village, je suis villageois dans l'ADN ou dans l'esprit ou un truc de ce genre. Ça m'a fait réfléchir. À un certain moment, j'ai arrêté de lire et de réfléchir à ce point. Écoutez, je regardais l'autre jour un petit documentaire sur un écrivain d'origine tunisienne que Anna connaît et qui s'appelle Hedi Kaddour. Le hasard a fait que j'ai passé la même agrégation que lui, en 1976. Alors, lui, c'était un champion, il a été reçu premier. Je ne vous dirai pas mon classement, mais je n'ai pas raté le concours. C'était le principal. Et alors,
lui aussi, il a fait comme moi, je veux dire, à l'âge de plus de 60 ans. Il s'est mis à écrire, il s'est mis à publier des romans. Des romans souvent intéressants. Et il a dit cette chose qui m'a un petit peu scandalisé. Il a dit, les racines, c'est bon pour les arbres. Les racines, c'est bon pour les arbres. C'est bon pour les arbres. Donc, je veux dire, l'humain n'a pas ça ou n'a pas besoin de ça. Ça me choque, moi, ce genre de commentaire. Je ne me prononce pas. Avec tout le respect que je dois au monsieur. Hein. Je ne me prononce pas. On peut très bien, pour des raisons qui vous tiennent à cœur, ou qui tiennent à votre enfance, etc., ne pas ressentir de véritables liens avec les racines, avec les origines. Avec les origines. En tout cas, moi, je ne pourrais pas m'imaginer un jour coupé de mes racines. C'est comme ça, je veux dire, les racines. Sauf qu'il y a plusieurs racines et plusieurs niveaux de... alors ça, c'est les racines très profondes. Hein. Je veux dire, à Sendén, il y en a qui sont un peu moins profondes et d'autres qui sont toujours là, etc. Et ces racines dont nous parlons ici, il a fallu creuser longtemps pour les retrouver, mais petit à petit, si vous voulez, simplement le cours des saisons, la présence de cet espace qui est organisé par et autour de la forêt, etc., cela fait que les choses reviennent petit à petit. Et puis, les rues, le dessin des rues, je veux dire, ça commence à réveiller des choses. Il dit à un moment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qu'il a fait un voyage avec sa femme en Iran et il a pris des photos dans la vieille ville de Yazd. Et dans la vieille ville de Yazd, qui est une des villes, si vous voulez, un peu excentrées de l'Iran, etc., et dans cette ville-là, il a pris des photos, il a fait agrandir ces photos, et ces photos étaient là, dans le salon ou la salle à manger chez lui, et à chaque fois qu'il les regardait, il y avait une sorte d'apaisement qu'il ressentait, etc. Mais il n'a pas fait le lien avec Sendén. C'est sa fille qui, à la première promenade, va lui dire, mais enfin, ça ressemble à cette photo que vous avez, qui est toujours à la maison. Oui. Et je crois que ça a été... Donc, les racines, elles sont là. On a beau faire, elles sont là. J'espère que c'est pas moi. Voilà, donc ça c'est très important de toute façon, parce que c'est un point qui m'a beaucoup intrigué. Et après, on voit l'évolution de ce qui se passe réellement dans le village, et le narrateur qui est en train de comparer le train de sa vie et l'évolution de sa vie quelque part à l'évolution de ce village occupé, où les gens changent de tradition, changent de façon de faire, parce qu'il y a d'autres qui imposent un nouveau mode de vie. Et c'est intéressant parce que je me suis posé la question, est-ce que le narrateur faisait la prière avant? Parce que dès qu'il est revenu, il revient aux racines, parce que son grand-père était imam pendant plusieurs années, et il a repris, ça c'est mon interprétation, et il part à la mosquée, quoi. Donc, non, il va à la mosquée pour retrouver un peu un lieu qui est lié à l'enfance. Oui. Est-ce qu'il fait la prière? Moi, je ne crois pas. C'est vous qui créez ce personnage, donc non, je ne sais pas. C'est un petit peu... Ouais. Il ne fait pas la prière. Peut-être c'est mes propres interprétations, je suis parti un peu loin. Son hein. grand-père, son père était très croyant et en même temps très versé sur le dogme, sur la jurisprudence islamique. Et en même temps, il était très ami avec l'instituteur communiste. Et au moment où on lui propose un poste, on lui propose de devenir l'imam du village à la place du grand-père, qui a été pendant 50 ans l'imam de ce village, eh bien, il refuse, et les villageois disent, oui,
il est sûrement devenu communiste. Il a été influencé par cet instituteur. Et il y a ce commentaire, cet homme inattaquable sur le dogme était considéré comme un crypto-communiste ou comme un crypto-bolchevique, je crois, dans le texte. Il y a cette idée, de toutes les façons, d'abord, que l'on soit communiste, ou que l'on soit très croyant, très pieux, etc. On peut vivre ensemble tant qu'il n'y a pas la violence, la tentation de contrôler les autres, la tentation d'obliger les autres à faire des choses. Contraindre les autres à ceci ou à cela. Et justement, ce que j'ai essayé de raconter dans ce récit, c'est la même mise, mais une même mise comme un étau qui se resserre progressivement. J'ai été très très attentif dans la construction de ce récit à cette évolution lente. À chaque fois, il y a une nouvelle agression, mais une agression à peine sensible. Il y a d'abord ces livres que l'on brûle en autodafé, mais c'est un autodafé discret, pas en public. Ensuite, les types qui viennent, qui détruisent des bouteilles de vin, les arrière-boutiques. Oui, qui ne gênaient personne, qui dans un placard. Et puis on va détruire le kiosque parce que le tabac est aussi parce que c'est ça, le totalitarisme, non seulement on interdit des choses, mais on se met à inventer chaque jour de nouveaux interdits. Et c'est l'idée de contrôle. À chaque fois, il y a un nouveau contrôle qui s'installe. Et au bout du compte, il y a les impôts qu'on veut prélever, etc. Alors, j'ai été, en tout cas, en réfléchissant sur la construction de ce texte, très, très attentif à ces gestes qui viennent s'additionner les uns aux autres et qui font que le village va se mettre à étouffer. Cette relation entre le professeur et le narrateur, cet échange-là, m'a rappelé une relation, prof, maître, élève, mais plutôt mentor, disciple quelque part, même si c'est pas son disciple direct. C'est une déformation professionnelle en tant que professeur universitaire qui a suscité cet échange, cette création de personnages. Écoutez, la relation pédagogique est toujours une relation où il y a de la passion, il y a de l'investissement personnel. On ne peut pas se dérober à cela. C'est le partage, c'est aussi, si vous voulez, le dialogue fort. C'est le dialogue fort parce que ça tient à plus d'éléments que n'en contient un simple cours ou alors l'enseignement serait chose abstraite. Donc, bien sûr, j'ai été professeur pendant 4 décennies. Je ne peux pas ne pas être marqué par cela. Mais j'ai été professeur de littérature, puis de traduction. J'aurais aimé être professeur de maths, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Mais mon personnage est professeur de maths. Oui. Mais professeur de maths qui leur parle de Nietzsche, par exemple, qui leur parle, je veux dire, le vrai prof ne va pas s'arrêter à ce qui est sa spécialité. Moi, les meilleurs moments avec mes étudiants, quand je m'en souviens comme cela, c'est lorsque j'ai, par exemple, évoqué certaines formes de théâtre, certaines recherches dans le nouveau théâtre, ou lorsque j'ai parlé des films de Godard ou de Fellini, en faisant des va-et-vient entre le texte littéraire et le cinéma. C'était pour moi les moments où je me sentais véritablement utile. Oui. Sinon, en dehors de cela, j'étais peut-être plus fonctionnaire que prof. Et ça, c'est intéressant parce que en 2021, dans les temps modernes actuellement, on reparle de la formation de Léonard de Vinci, cette polyvalence entre les sciences, entre l'art, entre la philosophie. Tous les anciens mathématiciens étaient philosophes
étaient des gens de littérature et vice-versa. Et dans les temps modernes, actuellement, on exige cette polyvalence qu'on a perdue à un certain moment, puisque tout le monde se croyait expert en une certaine spécialité. Mais si on sort de cette spécialité, les gens sont incapables de s'exprimer, de parler, d'échanger et de partager. Donc il y a des points très cachés, très enfouis dans le récit. Si on fait une deuxième, troisième lecture en deuxième, troisième degré, il y a beaucoup de messages que vous passez au lecteur. Écoutez, de toutes les façons, vous écrivez avec ce que vous êtes. Oui. C'est-à-dire avec ce qui s'est accumulé en vous. Il y a toujours cette histoire qu'a racontait, je crois bien, André Gide, où il parle d'un peintre qui s'appelle Pollock, peintre américain. Et Pollock a rencontré un journaliste, et le journaliste dit, mais enfin, maître, dites-moi, ce tableau qui a été vendu à 15 000 $, combien de temps vous avez mis pour le peindre? Et Pollock aurait répondu, 15 minutes et toute ma vie. moi, je pense que c'est des formules comme ça qui sont intéressantes. Le peintre ou l'artiste ou le poète, etc., c'est quoi ce qu'il écrit? C'est ce qui va subsister après tout un travail d'élimination. Et je crois que éliminer, c'est ce qu'il y a de plus fort et de plus important dans l'acte d'écriture. C'est quand vous avez la force de biffer, quand vous avez passé une nuit entière à faire 2-3 paragraphes et qu'à un certain moment, vous biffez cela, vous dites non, ça n'entre pas dans le moule, ça ne va pas avec le reste. C'est à partir, je veux dire, que écrire, c'est aussi oublier pour que l'essentiel puisse ressortir. Oui. Il nous reste 3 minutes. Une avant-dernière question. Comment vous écrivez? C'est quoi votre rythme d'écriture? C'est les matins, les matinées, les soirées? C'est un rythme régulier? Comment ça se passe? Il n'y a pas de régularité, hélas, non. Mais en général, c'est le matin. D'accord. En général, c'est le matin. L'après-midi, on se promène. Et le soir, quand on a la force de le faire, on relit. On relit, et c'est très bien de relire le soir, parce que le lendemain matin, vous repartez un petit peu comme s'il n'y avait pas eu de coupure. Je veux dire... C'est très bien. Qui est votre premier lecteur? Maintenant, c'est ma femme. Et avant? et vous savez, les épouses, ce n'est pas les personnages les plus commodes. Hein. En tant que lecteur, je dis. Hein? Ouais. En tant que lecteur. Sinon, bon, il y a Anne qui a lu. C'est elle, d'ailleurs, qui m'a amené à publier. Ouais. C'est elle qui m'a dit non, il faut maintenant... Il est temps. Il serait temps. Et c'est elle qui a parlé à Monsaf El-Gallati, que je veux saluer parce qu'il vient d'être opéré. Tchal Alabès. J'espère. Ouais. Ça s'est bien passé. En tout cas, les dernières informations sont très rassurantes. Et bon, donc, j'ai des amis. Maintenant, il y a aussi Nadia qui lisent ce que j'écris avant publication. Et pour, si vous voulez, la rigueur académique. Parce qu'on a besoin de ça aussi. Je veux dire, les gens qui ne sont pas nécessairement dans la tentation de la création, mais qui sont des universitaires de premier ordre, eh bien, j'ai deux amis, un couple d'amis qui ont été de grands enseignants ici, qui s'appellent Martine et André Job. Alors, je leur envoie à peu près systématiquement les livres que je fais dès qu'ils sont terminés. Et ils sont... d'une rigueur et parfois d'une méchanceté que vous cherchez, qui est pour moi salutaire, véritablement, parce que il ne laisse rien passer. Et je crois que
Nous avons besoin de ça. J'ai été pendant des années dans le jury de la Comar. Et après, quand mon éditeur a déposé ce premier livre, il y a eu quelques remous. C'est la tradition. Oui. De la Comar, vous êtes dans le jury, et puis si vous écrivez un livre, vous sortez du jury. Ben, c'est normal. Et vous devenez candidat. Eh bien, ce que je voyais, je ne sais pas maintenant comment ça se passe, mais je vous parle de ce qui se passait il y a 10 ans, eh bien, beaucoup de livres n'ont pas été véritablement relus. Et ceux qui croient pouvoir s'en sortir par leur seul moyen, c'est soit un excès d'orgueil, soit une attitude sur le plan littéraire que je qualifierais de suicidaire. Il faut se faire relire. Et c'est la moindre des politesses à l'égard du lecteur. Sauf si vous ne voulez pas être publié. Et si vous voulez présenter votre livre et le donner à un lectorat, il faut avoir la politesse d'aller jusqu'à la correction la plus extrême possible. Je pense que c'est un truc d'ego et d'humilité. Donc c'est un grand débat. Hein. Donc moi j'ai eu l'opportunité de rencontrer des écrivains qui sont très très connus et qui dégagent une humilité extraordinaire. Et malheureusement parfois je rencontre des auteurs que personne ne connaît. Mais j'ai l'impression que je suis face à Baudelaire ou face à une personnalité de la littérature. Et ça, c'est un choix. Je pense que c'est un choix, mais je pense que vous avez fait le bon choix d'être relu et d'être exigeant avec vous-même et d'accepter ce feedback venant de ces personnes d'un certain niveau pour corriger, pour ajuster, pour améliorer le récit, parce que c'est un cadeau que vous offrez au lecteur. Ma dernière question est: qu'est-ce qu'il y a après l'Émirat? Il y a 2 romans qui sont achevés. Oui. Qui sont achevés, qui attendent le feu vert de l'éditeur. C'est intéressant. C'est-à-dire, vous avez écrit 2 romans déjà et ils ne sont pas publiés. Donc, écoutez, c'est un petit peu, toute chose égale par ailleurs, la même chose que le cinéma tunisien. Oui. Vous avez des films qui sont achevés depuis 2018, 2017, etc., qui vont sortir en 2022. Il y a le rythme de la publication, etc. Mais si je me mettais à attendre que les 2 prochains livres sortent et que je me croise les doigts, je crois que je serai... Donc 2 romans prêts et quelque chose en cours. Et vous écrivez tout le temps. J'écris. Très bien. J'écris et j'essaie de ne pas angoisser quand ça ne se passe pas bien. Un petit teasing sur les sujets des romans. Aïe. Comme ça, en un mot, en 2 mots. Écoutez, il y a donc un 4e roman. Oui. J'oublie les 2 premiers de l'âge de 20. Bon. Donc les 3. Le 4e est un roman où il est question d'une aventure entre un professeur et son étudiante. Comme ça ne s'est pas passé comme ça dans ma vie, j'ai une hésitation, parce que déjà il y a une tonalité du récit qui fait que beaucoup des personnes qui me lisent, mais c'est de l'autobiographie, tu parles de toi, etc. Là, ça va être en plein ça. Ça, c'est pas moi. Non, ça c'est... Alors comment convaincre ces gens-là que c'est une fiction, ça? Si vous écrivez avec ce rythme, je suis pas sûr qu'ils seront convaincus que c'est pas vous, hein. Donc je sais pas. Donc il faut réfléchir. Je sais que je cours des risques. Ouais. En tout cas, félicitations. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Je rappelle à tous les téléspectateurs sur la page de l'IFT, Béchir Galbouche. L'Émirat remercie Maktab Tel Kiteb, librairie Kiteb. Tous les livres de Béchir Galbouche sont disponibles dans la librairie El Kiteb à la Marsa et à l'avenue Habib Bourguiba. Et c'était un grand plaisir. Je vous laisse le dernier mot. Merci. Ben, écoutez, ce que j'avais envie de dire, et que je n'ai pas dit, c'est que
dans ce livre et dans ce type de livre, on tombe facilement dans le tout est blanc d'un côté, tout est noir de l'autre. Oui. Et dans ce récit, il y a plusieurs strates d'islamisme, il y a plusieurs strates de gauche, etc. Et c'est peut-être ce qu'on appelle le roman dialogique. Il y a des personnages qui défendent des positions, et ces personnages-là parlent pour eux-mêmes. Ils ne parlent pas en exprimant quelque chose qui serait une conviction personnelle. Béchir Garbouj, merci beaucoup. Merci. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Merci à l'IFT de nous avoir offert cette opportunité. Merci à toute l'audience qui est présente à l'IFT. Je vous rappelle que les livres et surtout l'Émirat est disponible à Al-Kiteb. Moi, j'ai le plaisir de vous voir dans une autre opportunité avec vous, Félix Bessuer. Je vous souhaite une bonne soirée. Restez toujours branchés sur l'actualité, sur les lives de l'IFT, l'Institut français de Tunisie. Bonne soirée. Bye bye.